Tous les mardis à 13h, je vous invite à écouter l'émission Chemin Succès avec Wadner Isidore, ses collaborateurs et collaboratrices en syntonisant le 102.3 FM Radio Centre-Ville ou via le www.radiocentreville.com. Chemin Succès, une émission qui retrace le parcours inspirant des professionnels, entrepreneurs, travailleurs autonomes et d'autres personnalités à succès dans le but de vous inspirer. Chemin Succès, une émission qui vous parle, qui vous renseigne, qui vous informe et vous accompagne dans votre cheminement personnel. À rêver nos désirs et vivre des ainsi soit-il. Et puisque tu penses comme une intime... Madame, Monsieur, bon début d'après-midi. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville, la radio communautaire et multilingue de Montréal, émettant depuis 1975. C'est la 57e édition de Chemin Succès, l'émission qui vous accompagne dans votre cheminement personnel. Merci d'être branché. Au micro et à la console pour vous servir, c'est Wadner Isidore. La pensée du jour, ne pas avoir de but, c'est ne pas savoir où l'on va. Je reprends pour vous, ne pas avoir de but, c'est ne pas savoir où l'on va. Le mot du jour, madame, messieurs, c'est entrepreneuriat. C'est l'acte de démarrer une entreprise avec l'intention de réaliser un profit. Et l'entrepreneuriat, c'est également une opportunité pour les individus motivés de créer leur propre cheminement de carrière et leur source de revenus, travaillant pour eux-mêmes, pour développer des biens ou des services que les gens veulent ou dont ils ont besoin. Donc, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui travaille à son compte. Vous êtes sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville. C'est la 57e édition de Chemin Succès, l'émission qui vous accompagne dans votre cheminement personnel. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir quelqu'un pour la première fois. Mais bien avant, laissez-moi vous rappeler la pensée du jour, ne pas avoir de but, c'est ne pas savoir où l'on va. C'est une pensée de Wadner Isidore tirée du recueil de pensées positives Mieux être. Et aujourd'hui, nous allons parler d'entrepreneuriat et pour cela, nous avons quelqu'un qui est intervenante en milieu familial et communautaire. Elle est aussi entrepreneur, styliste et créatrice de mode, coach de mannequin dans des concours de défilés de mode ou des concours de Miss de beauté. Et elle a créé sa propre collection de vêtements et c'est elle que nous avons. Elle s'appelle Ronide Casseus et à qui nous disons bonjour. Bonjour Wadner, bonjour à la communauté, j'espère que tout le monde va bien. Puisque c'est la première fois que je te reçois à l'émission, je me permets de te tutoyer, même si c'est la première fois, Ronide, pour établir une bonne relation. Dis-nous, qui est Ronide Casseus? En fait, Wadner, comme tu l'as dit un peu dans l'introduction, donc je suis Ronide Casseus, je suis une entrepreneur depuis quelques années, en fait depuis plusieurs années. Moi, je suis d'abord diplômée en design de mode. Donc, ma première... donc, comme vous l'avez dit un peu plus tôt, je suis d'abord diplômée en design de mode. Et puis, j'avais créé une collection sous le nom de Jade, donc qui est un mélange de mon prénom et du nom de mon fils. Et puis, j'étais dans la mode, je créais ma collection, je coachais des filles, des femmes, tout ce qui concernait des filles de mode. Et j'ai aussi un long parcours au niveau du communautaire, une spécialité jeunesse. Donc, j'étais intervenante à Montréal-Nord pendant les 15 dernières années. Alors, j'ai travaillé auprès des communautés culturelles, des personnes en difficulté, des familles nouvellement arrivées et auprès de la jeunesse. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, je suis à mon compte. Mon entreprise continue dans les mêmes lignées, donc qui est la mode et l'intervention. Ronide, notre sujet du jour, c'est l'entrepreneuriat féminin. Je mets le thème féminin parce qu'on va parler de l'entrepreneuriat chez les femmes. Qu'est-ce que c'est pour toi, l'entrepreneuriat féminin? En fait, ça me fait rire le terme entrepreneuriat féminin parce que l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat. Mais je comprends qu'il peut y avoir quelques différences auprès de la clientèle ou des entrepreneurs féminins. L'entrepreneuriat, en fait, c'est quelqu'un qui, par passion ou par un suivi familial ou décide de se lancer en affaires pour pouvoir non seulement c'est quelqu'un qui se lance en affaires pour pouvoir vivre de sa passion et puis aussi mettre ses propres lignes et puis créer des services ou adapter ce qui existe déjà pour pouvoir desservir une communauté bien précise. Alors, l'entrepreneuriat féminin, pour moi, c'est comme l'entrepreneuriat masculin.
À la différence que, bon, les entrepreneurs sont souvent un peu plus subtils et puis on a un côté relationnel plus développé. On est un peu plus sympathique, je dirais, parce que, bon, on est naturellement un peu plus émotionnel ou sensible, si je peux dire. Voilà. Parfait, Ronide. Et la question, c'est pourquoi avoir embrassé l'entrepreneuriat puisque tu as travaillé comme intervenante en milieu familial et communautaire pendant 15 ans et c'est ton domaine de formation aussi. Donc, pourquoi ce chambardement ou bien pourquoi ce virage? En fait, ce n'est pas un chambardement, si je pourrais dire, c'est la continuité des choses parce que parallèlement, pendant que j'étais justement dans la mode et dans l'intervention, en fait, j'étais déjà à mon compte. Aujourd'hui, je suis à temps plein dans mon compte. C'est ça la différence. Mais j'ai toujours été une entrepreneur. J'ai toujours fait mes affaires à côté pendant que j'étais avec les jeunes, les familles. Je développais, par exemple, tout ce qui est mode, style, design. Ça a toujours été du côté entrepreneurial, du côté femme d'affaires et non pas pour une entreprise. Ok, je comprends. Donc, ça veut dire que ce n'est pas par un concours de circonstances, c'était un objectif bien déterminé depuis votre enfance. En fait, je crois que comme beaucoup de personnes qui sont à l'écoute, j'ai toujours été entrepreneur et beaucoup de personnes probablement qui sont à l'écoute ont toujours eu cette fibre. Simplement, peut-être qu'elles ne le développent pas ou peut-être qu'on ne l'écoute pas. Si, par exemple, moi je viens de la communauté haïtienne, en Haïti, la plupart de nos mères, de nos tantes ont été marchandes, sont marchandes. Donc l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que je pense que on a tous en nous. On a tout en nous. Cependant, certains le développent plus, certains l'écoutent, certains choisissent de le taire. Très bien dit, Ronide. Quel avantage à être entrepreneur? J'en connais qui n'aiment pas ça, qui préfèrent le 9 à 5 ou encore le 8 à 4, qui pensent qu'il y en a trop à gérer. Donc, quel avantage, selon toi, à être entrepreneur? Sincèrement, je peux comprendre. Et je suis en partie en accord avec ceux et celles qui n'aiment pas ça et qui ne veulent pas le faire. Parce qu'effectivement, être entrepreneur, c'est beaucoup de boulot. Cependant, il y a de nombreux avantages. Et puis aussi, il faut voir quelles sont vos valeurs. Donc, qu'est-ce qui, si je peux utiliser un terme anglais, qui vous drive, qu'est-ce qui vous motive? Il y a ça aussi. Donc, est-ce que c'est la sécurité de l'emploi ou est-ce que c'est vous développer en tant que personne? Vous voyez que pour différentes raisons, on peut aimer l'un ou on peut préférer l'un plus que l'autre. Moi, personnellement, je trouve qu'être entrepreneur, c'est super bien parce que les avantages sont nombreux. Donc, on a plus de liberté d'action. On fait ce qu'on aime. On peut donner libre cours à nos passions. On dispose de son horaire, de son agenda à sa guise. On a une meilleure qualité de vie si on gère bien nos affaires parce que c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on travaille beaucoup et on est souvent seul à le faire ou même si on a une équipe, bon, on est celui ou celle qui doit décider. Cependant, on peut aussi décider de fermer boutique lorsque ça nous plaît ou lorsque c'est nécessaire. Quoi d'autre? On se développe en tant que personne. On apprend à vivre, à de nouveaux challenges, par exemple. Rentrer dans un emploi, on peut être aussi performant en emploi qu'en son entreprise. La différence, c'est que les responsabilités sont sur notre dos. Cependant, on est aussi la personne qui prend les décisions et qui peut aussi choisir ce qui est mieux pour nous dans le délai que c'est nécessaire. Je comprends. Parle-nous un peu de ton entreprise, tes activités. Est-ce que, je suppose que ça va bien, mais explique-nous comment ça se passe. En fait, moi, mon entreprise, elle est spécialisée dans l'intervention et justement dans la mode. Ce qu'on fait précisément, c'est qu'on accompagne les familles, on accompagne toute personne qui veut se développer, donc qui veut développer sa personne. Quand je parle de développer sa personne, on peut se dire oui, mais tout le monde est développé. Non, parce que au niveau de l'être humain, au niveau de l'intervention, on voit que, par exemple, on peut avoir des comportements problématiques, on peut avoir des problèmes au niveau des pensées, au niveau de la perception de qui on est. Notre éducation peut aussi avoir contribué à nous détruire et non pas à nous élever. Et ce qui fait que chaque être humain est vraiment appelé à marcher dans l'excellence, est vraiment appelé à briller. Cependant, par des circonstances de la vie, par une certaine éducation ou certaines méconnaissances, beaucoup de gens se retrouvent à être emprisonnés dans une forme de prison interne, prison intérieure. Et nous, ce qu'on offre à chaque personne, chaque individu qui veut justement se prendre en main, qui subit souvent les mêmes problématiques. Par exemple, quand on prend la femme violentée, quand on prend le jeune qui rentre dans la délinquance. Donc, il y a des raisons précises, il y a des façons de faire avec ces jeunes ou ces gens pour les sortir de où est-ce qu'ils sont. Et nous, c'est ce qu'on fait. Nous accompagnons toute personne qui veut se prendre en main pour changer sa vie, pour améliorer sa vie et puis pour pouvoir rentrer dans la vie qui est planifiée pour elle, quoi.
Tu as dit quelque chose que je trouve assez fort. Donc, notre éducation peut nous amener à nous détruire. Et de quelle façon? En fait, l'éducation peut amener à nous détruire tout simplement parce qu'il y a la méconnaissance. Il y a aussi la mauvaise utilisation de certains outils. Par exemple, si je parle d'un couteau, tout le monde va me dire oui, un couteau, c'est bien parce que dans une cuisine, ça sert à contribuer à nous nourrir. Sauf que ce même couteau, dépendant entre les mains de qui qu'il est, il peut faire plus de dégâts qu'il peut nourrir quelqu'un. Donc, vous voyez qu'on a des outils, mais lorsqu'on ne sait pas bien les utiliser, par exemple, si je prends les familles auprès desquelles que j'ai beaucoup travaillé, une des choses qui arrive souvent, c'est qu'on ne sait pas comment parler à quelqu'un. On pense qu'on aide la personne, mais très souvent, on détruit la personne. Des expressions, par exemple, « gâte figure » sobre la papa, ou bien « on pas besoin de rien », ou des choses qui sont limitantes pour la personne, ou bien de la famille, personne n'a jamais fait ça, donc tu ne feras jamais rien. Ce sont des choses que, très souvent, les gens disent ça sans nécessairement le penser, mais ces choses font un dégât extrême à l'intérieur des gens. Et plus tard, même au niveau familial, même lorsqu'on devient un époux, une épouse, on voit que dans nos relations, c'est problématique. Qu'est-ce qui fait que on tombe sur un homme, on fréquente un homme qui est non violent parce que quelque part, il y a de quoi qui n'est pas réglé, l'amour de soi, l'acceptation de soi, croire en soi, dans ses valeurs. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Par exemple, toutes les communautés ont des problématiques, certes. Cependant, il y a des conduites que chaque communauté peut avoir de plus spécifique au niveau du langage. Le langage peut être très, très, très destructeur. Par exemple, un enfant qui te dit, qui t'amène un dessin et puis tu le laisses sur la table, « Ah oui, oui, je le regarderai plus tard ». Pour le parent, il n'a rien fait de mal. Il est occupé. Mais le oui, oui peut signifier à l'enfant, ou l'enfant peut le percevoir comme « je ne suis pas important pour toi, donc je passe toujours en dernier, je suis toujours négligé ». Le rejet, l'abandon, ce sont tous des choses qui nous endommagent. Et puis plus tard, on se demande pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'être en relation, on n'est pas capable de tenir notre couple, on n'est même pas capable de garder un emploi. Parce que il y a eu soit des paroles, soit un manque d'estime, soit un manque d'encouragement, un manque de support, les épreuves de la vie. En fait, plein de circonstances ont fait, nous ont brisés et on ne s'est pas reconstruit. Alors nous, ce qu'on fait chez Renouveau des compagnies, on aide l'individu à se reconstruire et puis à dealer avec un problème. Et il y a différentes façons de faire face à des problématiques. Tout le monde vit des problèmes. Mais comment on s'en sert pour se relever? Comment que ça va devenir un levier? Comment est-ce que, par exemple, mon jeune qui est délinquant, qui ne m'écoute plus, comment est-ce que je peux m'adresser à lui? C'est sûr que si quand je lui parle, je lui dis « Oh, mais je lui fais des reproches », je ne l'aide pas. Même si ce qu'il fait n'est pas correct, il y a une façon de l'approcher, il y a une façon de l'asseoir, il y a une façon de lui faire comprendre. Il faut vraiment aller démontrer à cette personne ou à ce jeune, je n'en ai pas contre toi, je n'aime pas ton comportement, certes. Cependant, je t'aime et je veux que tu ailles mieux. Donc, il y a vraiment comment accompagner, comment parler aux jeunes, comment lui faire comprendre certaines choses. Pourquoi est-ce que au niveau relationnel, ça ne va pas mal chez beaucoup de familles? Parce que il y a des choses qu'on n'a pas pris le temps d'identifier, de les corriger, de les adapter. C'est très touchant ce que tu dis, et là j'en déduis que, comme tu l'as dit, notre éducation peut contribuer à notre réussite, tout comme elle peut être la cause de nos échecs dans la vie. Si on n'arrive pas à se dépasser, bien entendu, parce qu'on peut faire une différence, parce qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Si on apprend à développer une relation beaucoup plus positive, une relation saine avec soi-même et avec les autres, et arriver à se surpasser, donc on peut y aller très loin malgré tout. Oui. Alors, on peut aller très loin dans le détour. Et aussi, pour juste rajouter quelque chose, qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont plonger ou vont avoir certaines fréquentations désagréables? C'est qu'ils recherchent quelque chose de particulier qu'ils ne trouvent pas chez eux. Par exemple, l'amour des autres, le brotherhood, donc la fratrie. Ce sont des choses que quand on voit que quelqu'un a un comportement, il y a un désir, il y a un besoin derrière. Et c'est ce qu'on aide les gens à identifier. Romide, peu de femmes sont connues entrepreneurs à succès au Québec. C'est-à-dire, si on regarde dans les catalogues, on regarde dans les médias, on parle très peu des femmes qui réussissent comme entrepreneurs. Et quand je veux dire entrepreneurs à succès, c'est des gens qui sont des millionnaires ou encore des milliardaires, quelles que soient dans toutes les communautés confondues. Pourquoi, selon toi,
Parce que si on fait la comparaison par rapport aux États-Unis ou aux autres provinces canadiennes, donc on voit que le Québec, les femmes n'arrivent pas à s'en sortir aussi bien comme ailleurs. Pourquoi, selon toi? Selon moi, je crois qu'il y a différentes raisons à cela. Premièrement, je crois qu'on a un problème de société. Et puis là, bon, je vais pas sonner l'alarme. Et puis oui, la société, je fais pas de reproches. Cependant, on doit constater que, par exemple, au niveau de la mentalité, juste la mentalité québécoise, c'est une mentalité qui tend vers les petites choses, qui voit les gens, qui perçoit les gens riches comme les méchants, comme des voleurs, comme des manias, comme des criminels. Donc déjà, la perception de quelqu'un qui est riche ou qui est bien financièrement est mal perçue. Donc, si on croit à ça, ça va être plus difficile d'encourager les gens, encore plus les femmes, à devenir des entrepreneurs ou à être des entrepreneurs à succès. Au niveau de la mentalité, il y a une problématique. Au niveau des ressources, la femme, elle dispose de beaucoup moins de ressources. Oui, on dit que Québec, c'est un pays égalitaire. Cependant, lorsqu'on est femme, lorsqu'on est immigrante ou femme de communauté culturelle, c'est pas vrai qu'on a accès aux mêmes ressources parce que même au niveau des subventions, même au niveau des prêts, au niveau de la banque, les chances sont déjà moindres chez la clientèle féminine, donc chez les femmes, et encore plus les femmes de communauté culturelle, à accéder. Alors déjà, quand on parle de pied d'égalité, ce n'est pas vrai que dans le concret, dans la réalité, que nous partons sur le même pied d'égalité, en plus de faire face avec toutes les croyances. On est né pour un petit pain, le Québec, tout doit être petit au Québec, même quand que quelqu'un peut avoir une personnalité flamboyante. Par exemple, si on prend Piquet Souban, qui est un homme noir, un genre d'hockey, combien de fois qu'il s'est fait dénigrer par sa flamboyance. Donc, quelle est la perception au Québec de quelqu'un qui est wow, qui réussit? Donc, imagine encore plus la femme. Donc, je pense que déjà, en partant, il faudrait déjà changer de mentalité. Si on va dans le Canada anglais, la mentalité, la perception entrepreneuriale, elle est déjà plus grande. Donc, les programmes sont différents. Les gens sont ouverts à ça. On encourage l'entrepreneuriat. Alors qu'au Québec, la plupart des gens que je connaisse, qui réussissent bien, mais le combat de chaque fois toujours se battre pour chercher des prêts, faire des demandes à gauche, faire des demandes à droite, au niveau de la banque, bref, le combat n'est pas le même. En ce sens, Romy, je connais, j'ai eu vent de témoignages ou des gens qui sont partis aux États-Unis parce qu'il y a trop d'obstacles au Québec. Donc, ils n'arrivent pas à s'en sortir et qui partent aux États-Unis et puis qui brillent, qui ont du succès, que ce soit dans la mode, dans la musique ou dans d'autres industries, en particulier l'industrie culturelle. Déjà, dans le Canada anglais, il y a déjà la différence. Juste dans le Canada anglais. Alors, c'est l'objet d'un long débat. Mais, Romy, je vois qu'il y a quand même, depuis une dizaine d'années, des efforts qui partent dans une autre direction. On a même les incubateurs, on a les commissions scolaires qui donnent des cours sur l'entrepreneuriat. Il y a des ouvertures. On sent que le Québec de demain, c'est le Québec d'entrepreneuriat. C'est pas le Québec forcément du commerce ou c'est le commerce de revente, mais c'est un Québec avec des opportunités dans tous les secteurs, que ce soit l'intelligence artificielle, l'aérospatiale, le jeu vidéo, etc. Donc, ce qui fait, on est sur la bonne pente. Mais comment susciter ce réveil chez les femmes en particulier? Quelle démarche peut-on entreprendre dans ce sens, Romy, selon toi? L'une des choses que moi je vais encourager, que j'encourage les gens à faire, déjà, si on retourne, comme j'ai dit au départ, l'éducation. On a ce réflexe ou cette habitude d'élever la jeune fille et le jeune garçon de façon différente. Même si on ne le dit pas, au fond de nous, c'est la perception avec un garçon qui devient entrepreneur ou homme d'affaires, c'est normal. Mais une fille, quand on l'éduque, quand on l'élève, quelles sont les valeurs qu'on lui transmet? On la prépare à être, oui, une bonne femme, une bonne enseignante, une bonne épouse, une bonne ci, une bonne ça. Pourquoi on ne la prépare pas à devenir une excellente femme d'affaires? Pourquoi est-ce que ce n'est pas dès le jeune âge qu'on lui inculque ces valeurs, que ça soit, l'entrepreneuriat, selon moi, n'a pas de sexe. On sépare les choses pour diverses raisons, pour un contrôle pour certains et pour une méconnaissance pour d'autres. Cependant, travailler, c'est travailler, réussir, c'est réussir. Il n'y a pas de sexe à ça. Par contre, quand on voit qu'au niveau des pensées, au niveau des valeurs, même la société, elle est encore très patriarcale. Donc, quand on regarde au salaire, un homme et une femme qui font exactement le même emploi n'ont même pas le même salaire. Pourquoi? Donc, il y a encore du sexisme, même si on ne le souligne pas trop.
Il y a aussi la prochaine génération qui, elle veut de plus en plus être à son compte et puis être libre de ses actes. Et aussi, si on regarde au niveau scolaire, si on retourne dans nos souvenirs sur nos bancs d'école, les écoles ne préparent pas les gens à devenir des entrepreneurs. On les encourage à devenir des travailleurs, de la main-d'œuvre. C'est très dommage. Donc, tous les programmes, la majorité, 99% des programmes sont faits de sorte à ce que demain, tu deviennes une main-d'œuvre. On a besoin de remplacer, on a besoin des bras pour faire nos boulots. Cependant, ce n'est pas à l'école ou ce n'est pas à notre jeune âge qu'on a appris les rouages de l'entrepreneuriat. Oui, aujourd'hui, il y a de plus en plus de programmes qui commencent à encourager ceci. Cependant, juste Wagner, un exemple banal. Cet été, il y a beaucoup de mariages à chaque année, chaque période estivale, il y a beaucoup de mariages. Et lorsqu'on parle de mariage, après ça, c'est tout de suite l'achat de la maison, après l'enfant. Mais pourquoi est-ce que les gens ne te disent pas quand est-ce que tu développes une business? Quand est-ce que vous allez développer une business? Quand est-ce que vous allez acheter des blocs? C'est toujours, quand est-ce que vous voyez? Donc, juste au niveau mental, il y a cette perception ou cette façon de penser que, on va grandir, on va faire des études, on va avoir un emploi. Non. Pourquoi ça doit être comme ça? Et je pense que la plupart des gens qui sont devenus entrepreneurs ou qui ont toujours été entrepreneurs, ce sont des gens qui sont hors de la boîte. Alors, et si l'on parle des femmes noires ou des femmes des communautés noires, donc quels sont les principaux obstacles, Ronide? Il y en a beaucoup. Déjà, comme j'ai parlé un peu plus tôt, on a au niveau de l'éducation, on a au niveau des valeurs, on a au niveau des ressources qui ne sont pas les mêmes, ou même quand on dit qu'ils sont les mêmes, mais lorsqu'on fait la démarche, on voit que on peut être rapidement bloqué. On va nous dire oui, il y a tel programme, mais lorsque tu essayes d'accéder, c'est assez compliqué. Et en plus que chez nous, oui, même quand que nos parents ou nos grands-mères se sont trouvés à faire du commerce, ce n'est pas la même perception que être entrepreneur. Au niveau de la sécurité, c'est pas nécessairement bien vu parce que si tu es entrepreneur, comment tu vas faire pour vivre? Il y a tout ça que nous devons travailler, que nous devons changer au niveau de l'éducation. Donc, élargir nos horizons, donc encourager, pousser. Et puis si ton enfant te dit je veux devenir entrepreneur, ce n'est pas de lui dire t'as des folies, ou va t'asseoir, ou bien tu vas crever de faim demain. C'est de voir comment est-ce qu'on peut accompagner, comment est-ce qu'on peut mettre les ressources, comment est-ce qu'on peut éduquer l'enfant, ou comment est-ce qu'on peut chercher des connaisseurs pour supporter, pour encadrer en fait l'enfant. Ensuite, au niveau des ressources, en fait, la communauté, on commence de plus en plus, mais à rassembler nos ressources parce que même si les gens, on ne veut pas trop le dire, le blanc n'accepte pas facilement que nous passons. Donc, c'est fait de façon très subtile et des fois, c'est fait de façon très évidente. Chaque fois qu'une femme accède à un poste ou à un titre, c'est la fête. Mais la femme noire et la femme blanche, elles sont toutes les deux des femmes. Elles ont toutes les deux les mêmes capacités. Pourquoi est-ce que, quand c'est la femme noire, c'est comme si pour nous, c'est pas habituel. Donc, il y a vraiment plein de facteurs dans ce système à changer, à reprogrammer pour pouvoir accepter et rentrer dans cette dynamique qui est de oui, je suis une femme, je suis entrepreneur et quelles sont les ressources? Et à quelle banque, par exemple, si la Banque nationale ne veut pas me subventionner, est-ce que j'ai une banque de ma communauté? Est-ce que j'ai une banque de communauté culturelle qui va pouvoir encourager, qui va pouvoir faire des prêts? Donc, l'accompagnement, comment ça fonctionne, le processus. Donc, tout ça, la femme noire a besoin d'être aussi au courant et puis de développer un système D, si je peux dire. Donc, quand on nous bloque là, comment est-ce que je peux contrecarrer ces blocages pour pouvoir continuer? Il y a aussi la persévérance, il y a l'entourage. Donc, ce sont tous des facteurs qu'on doit prendre en considération. Et puis, c'est pas vrai que c'est facile non plus qu'en criant ciseaux, je deviens entrepreneur et que ça fonctionne demain. Cependant, d'autres l'ont fait avant nous, on est capable. Et puis, la femme noire, elle a cette résilience. Je crois personnellement qu'aucune femme sur cette terre, la femme noire, elle a une résilience qui est grave. Donc, elle peut tout, absolument tout. Elle peut faire face à tout. Donc, madame, monsieur, vous êtes sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville et vous suivez l'émission Chemin Succès. Nous sommes rendus à notre 57e édition et nous recevons aujourd'hui Ronide Casséus. Elle est entrepreneure, styliste et créatrice de mode, mais elle est aussi coach. Et c'est elle qui nous parle de l'entrepreneuriat féminin aujourd'hui. J'espère que vous êtes toutes oui, vous avez déjà tout entendu. Il en reste encore. Elle a beaucoup à dire, on le sait. Et Ronide, la question maintenant, c'est qui est ton modèle en affaires?
Sincèrement, je n'ai pas de modèle en affaires. Je suis inspirée par quelques femmes que je vois, mais je n'ai pas un modèle pour dire que okay, c'est cette personne et puis je veux devenir exactement comme elle. Cependant, je regarde, j'observe et puis il y a des gens auxquels que je m'inspire de certains aspects chez elles. Et quelles sont les principales qualités d'une entrepreneur? Je bien dit d'une entrepreneur, selon toi. D'accord. Selon moi, les qualités principales, le leadership, l'autonomie, la détermination, la patience, l'ouverture d'esprit, la créativité, la résilience et la patience. Pourquoi tant la résilience? À quoi elle sert? En fait, la résilience, c'est cette capacité à laisser les choses des fois ou accepter les choses qu'on ne peut changer ou qu'on ne peut pas changer immédiatement et de ne pas en faire nécessairement un drame parce que quand on part en affaires et puis dans notre tête ou sur papier, virtuellement, en fait, c'est extraordinaire. La réalité, elle est tout autre. Donc, les plans ne se déroulent jamais comme on s'y attendait, comme on le pense. Et même quand on fait affaire avec d'autres gens pour des services, il faut attendre après ces gens-là. Donc, le contrôle absolu que l'être humain souvent désire avoir en affaires, eh bien, on n'a pas ce contrôle-là. Et puis, on doit apprendre à vivre avec ça sans nécessairement perdre ses cheveux. Il faut apprendre à vivre avec ça et faire avec, comme on dit. Oui, et puis aussi apprendre à relativiser. Donc, aujourd'hui, ce qui est dramatique, réellement, lorsqu'on prend une certaine distance et on étudie la chose, est-ce réellement la fin du monde? Non. Il y a toujours une solution. Toujours. Et je crois que c'est les frères McDonald qui ont dit qu'il y a des opportunités même dans les difficultés. Même dans les difficultés, tout dépend comment qu'on le perçoit, comment qu'on le voit, comment qu'on le vit et qu'est-ce qu'on en fait. Romide, d'où te viennent le sens des affaires et la détermination pour poursuivre ces objectifs? Parce qu'il y en a aux premiers échecs qui jettent l'éponge. Oui, en fait, je crois que cette inspiration, cette détermination me vient indirectement de ma famille parce que de où est-ce que je me souviens, ma mère, elle faisait de la couture, mon père était aussi couturier, même quand il travaillait, par exemple, dans un emploi de 9 à 5, mais à côté, ils ont toujours fait d'autres choses. Ils ont toujours fait le soir ou bien la fin de semaine, ils offraient d'autres services. Donc, je ne me suis jamais posé la question en tant que telle, mais dans mes souvenirs, on dirait que c'est quelque chose que chez moi, je viens d'une famille de 6 femmes et je pense que 4 sur 6, on est entrepreneurs, donc ça doit être la fibre familiale. Et d'où me vient la détermination? Sincèrement, je crois qu'elle vient de diverses sources. Moi, je suis croyante, donc je crois que c'est une partie de ma source, de ma détermination. Elle me vient aussi, cependant, de mon désir ardent de voir les choses changer, de changer le monde, de changer l'entourage, de changer les gens qui seront sur ma route. Et parce que moi, personnellement, pas que j'ai un handicap, mais en fait, vu que je suis atteinte d'une maladie dite incurable, je fais partie des personnes qu'on a toujours mis dans une boîte et qu'on a décidé qu'ils ne deviendraient pas quelqu'un. Alors moi, ce désir-là, c'est ce qui bouillonne en moi et c'est ce qui me motive. Parce que oui, il y a des jours, je suis pas capable de me lever, je suis brûlée, je suis fatiguée, je suis tannée. Cependant, quand je pense à ça, à ces gens-là, à ces femmes-là, ces jeunes-là, qui attendent que je me lève, qui attendent que je continue à me battre pour être inspirée, alors c'est ce qui me motive. Ronide, y a-t-il quelque chose que tu ferais autrement si c'était à refaire? Sincèrement, si c'était à refaire, je crois que je me lancerais officiellement beaucoup plus tôt. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, comme tout dans la vie, c'est une école. Et puis, je pense que plus tôt on commence, plus tôt aussi on apprend. Puis on aussi, se casse les dents? On se casse les dents et puis, sincèrement, ça ne tue pas de se casser les dents. Je sais que ça peut faire bizarre que, oh oui, mais on pense que c'est la fin du monde. Mais qu'est-ce qui pourrait arriver au pire? C'est que je n'aime pas, c'est que je ne réussisse pas et puis que, bon, je retourne à travailler, c'est tout. Mais pourquoi ne pas commencer plus tôt? Pourquoi, dès notre jeune âge, on décide pas de devenir officiellement entrepreneur et puis expérimenter, quoi? Ronide, quelles sont les perspectives pour les prochaines années? Je veux dire en affaires.
Oui, j'avais compris. En fait, mes perspectives, c'est vraiment de stabiliser l'entreprise et puis aussi de développer des services outre-mer. Donc, le service de coaching, c'est c'est un des services qu'on peut vraiment offrir partout à travers le monde. Et c'est aussi de voir comment développer ou comment amener ce que j'ai, par exemple, au niveau de ma communauté haïtienne, mais en Haïti ou aller outre-mer. Donc, c'est-à-dire, c'est donner de l'expansion à ton entreprise. Donner de l'expansion à mon entreprise, oui. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que je crois que c'est une étape dans le processus et aussi mon désir ardent, c'est de vraiment impacter le plus de gens, le plus de femmes possible durant mon passage sur cette terre. Est-ce qu'on peut dire que Onid est aussi philanthrope? Probablement que oui. Oui. Alors, Onid, quel conseil as-tu pour les jeunes femmes, en particulier des communautés noires qui veulent se lancer en affaires? Et des conseils, c'est ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Moi, si j'aurais des conseils à donner à des jeunes femmes ou à toute personne qui écoute, c'est que fais-toi confiance. Fais-toi confiance en dépit des circonstances, en dépit de ce qu'on t'a dit, ce qu'on croit de toi. Fais-toi confiance et puis va chercher les ressources nécessaires. Entoure-toi des bonnes personnes, si je peux dire. Et puis aussi, lance-toi. Le pire vraiment qui pourrait arriver, c'est que tu puisses ne pas aimer ou bien que tu vois que ça ne fait pas ton affaire et puis bon, tu continueras à faire ce qui te plaît. Cependant, je crois qu'en se lançant dans l'entrepreneuriat, tu vas développer des compétences ou tu vas développer des expertises que tu ne croyais même pas avoir en toi. Qu'est-ce que je dirais de faire attention, c'est d'éviter, en fait, si je peux dire, pas de rêver, mais de croire que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend est la réalité. On va voir très rapidement que quand on se lance en entreprise, les choses ne sont pas de tout repos et puis super faciles. Donc, de cesser de penser que, ben oui, c'est moi, je vais y aller puis ça va fonctionner pour moi, même si les autres ont échoué. Oui, ça va fonctionner pour toi. Il faut que tu te donnes le temps. Donc, évite de faire tout rapidement et puis évite aussi l'orgueil. Les gens qui sont autour de toi sont là pour te conseiller, t'aider. Évite aussi de penser que tu peux réussir tout seul et que tu n'as pas besoin de personne. Et évite de croire que tu n'es pas fait pour ça et que tu n'as rien pour ça. Onid, si tu passes en revue toutes tes réalisations, car elles sont nombreuses, de quoi es-tu plus fière? Sincèrement, je suis fière de pas mal de choses. De quoi est-ce que je suis le plus fière? C'est d'avoir impacté des centaines et des centaines de familles lors de mon parcours à Montréal-Nord, qui jusqu'à aujourd'hui, j'ai des sons de cloche de ces gens-là, de ces familles-là. Et aussi, j'ai été récemment médaillée par l'Assemblée nationale pour l'ensemble de ma contribution au niveau du communautaire. Et ça, j'en suis très fière. Ça, c'est plus que la fierté, je dirais même. C'est un coin du bonheur, parce que le bonheur vient du bonheur des autres. Donc, oui, le bonheur vient du bonheur des autres et de voir comment que nos actions qui semblaient minimes dans le temps peuvent avoir contribué à donner une direction à ces gens-là. Et Dieu seul sait combien ça a aidé des familles qui avaient énormément besoin d'aide et de soutien. Oui, combien ça a aidé les familles, les jeunes surtout. En fait, moi, mon cœur, elle est beaucoup pour la jeunesse parce que cette jeunesse qui majoritairement porte la couleur de peau identique à la mienne, mais aussi qui porte les mêmes combats, les mêmes difficultés. Donc, et pour moi, c'est presque personnel parce que si on ne s'en occupe pas, ce ne sont pas les autres qui vont s'en occuper. Onid, nous sommes une communauté nombreuse et nous avons beaucoup de gens qui réussissent dans la communauté, je veux dire la communauté haïtienne. Nous faisons un impact considérable sur la société québécoise et pourtant, combien de familles ont du mal à joindre les deux bouts et pourtant, oui. Combien de jeunes partent vers la catastrophe. Et je crois avoir entendu quelque chose qui dit que nous avons le plus haut taux de décrochage ou d'échec scolaire à Montréal. Oui, les deux. Et aussi, on a le plus haut taux d'emprisonnement au niveau de la jeunesse. 1/3 des prisonniers sont de la communauté. Sont d'origine haïtienne. Alors, Onid, si on en a à se donner une tape dans le derrière, ce serait quoi, Onid? Ça serait d'arrêter d'attendre que les autres nous desservent
et que nous-mêmes, qu'on prenne la responsabilité, qu'on prenne l'engagement de faire ce qu'il faut pour changer les choses. Ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, on entend les gens sortir dans les médias et puis réclamer des subventions à gauche et à droite. Mais au Watner, entre toi et moi, là, c'est vrai que l'argent est lié pour beaucoup. Cependant, lorsqu'on veut aider quelqu'un, on peut trouver des façons. Donc, on peut trouver des façons d'aider ces personnes. Et puis, une des choses aussi, c'est qu'au niveau de la mentalité, au niveau de la prise de conscience, la prise en charge, qu'on cesse d'attendre que, excusez-moi l'expression, que le blanc va venir faire pour nous, que le blanc... Non, acceptons que, même quand que nous allons briller, on sera toujours en opposition. Et il faut apprendre à composer avec cette opposition. Donc, si je me ferme cette porte, c'est correct. Comment je vais, par quelle autre porte que je peux rentrer? Qu'est-ce que je peux créer? Qu'est-ce que je peux construire? Comment puis-je? Avec qui je peux m'associer? Comment pouvons-nous impacter concrètement chaque jeune, chaque personne? Et pour ça, moi, je fais un appel, un cri du cœur à la communauté, aux parents de la communauté, parce que moi, j'ai siégé sur des CA d'établissements scolaires pendant des années. Et la reproche qu'on me faisait quotidiennement, mais Madame Cassius, les parents de la communauté, ils sont absents, ils ne sont pas là. Et je suis un petit peu tannée de cette reproche. Et vous savez qu'on dit que les absents, malheureusement, même si c'est pour des bonnes raisons, on a tort. Donc et je peux vous le confirmer par expérience, lorsque vous n'êtes pas là, votre enfant n'est pas du tout traité de la même façon. Je vous le garantis. Ce n'est pas ce qu'on m'a dit, ce que j'ai lu dans les journaux. Pour avoir siégé pendant 3 à 6 ans sur des conseils d'établissement scolaire, je vous le garantis. Donc, parents, si vous ne pouvez pas être présents, essayez de trouver quelqu'un, essayez de demander à quelqu'un d'aller jouer le rôle d'un parent ou d'une personne significative dans la vie de votre enfant, surtout au niveau scolaire, parce que lorsque le blanc voit que vous n'êtes pas là, croyez-moi, le traitement qu'il a à votre enfant est extrêmement différent. Et pire encore, Onid, le fait qu'on soit absent, donc on ne peut pas savoir l'origine de notre problème. Je me rappelle, je faisais un stage au Cégep Marie-Victorin où il y a aussi une bastion de la communauté noire. On remarquait ce qui se passe dans la production des élèves de la communauté haïtienne. Il y avait un problème grave, c'est un problème de syntaxe. Et comme j'ai eu la chance de côtoyer la plupart des enseignants, j'ai fait déceler certaines origines du problème. C'est parce que nous, certes, nous parlons le créole qui est d'origine africaine, française, anglaise, espagnole, mais le créole haïtien a une forte syntaxe africaine. Donc, ce qui fait, il y a bien d'éléments syntaxiques qui sont absents dans nos énoncés, comme les déterminants, les prépositions et bien d'autres. Il manque de substance dans nos phrases et qui est bien présent dans le français. Lorsqu'on parle français, c'est ce qu'on appelle interférence. On a la même structure africaine ou cette même structure du créole. Donc, ce qui fait dans la production écrite, que ce soit même dans les examens oraux, les élèves d'origine haïtienne échouent très souvent parce que on ne parle pas la langue telle qu'on devrait le faire. Pourtant, si on prend un latino-américain, il a plus de chances de parler correctement et d'écrire correctement le français. Si on prend aussi un asiatique qui parle chinois, cantonais ou bien mandarin, on voit qu'ils percent ou qu'ils réussissent mieux, que ce soit au primaire ou au collégial ou même à l'université, que nous, les Haïtiens. Parce qu'il y a un problème qu'on n'arrive pas à expliquer aux experts, à ceux qui travaillent ici dans l'éducation. Peut-être s'il y avait des Haïtiens qui travaillaient, qui expliquaient, qui écrivaient des mémoires, des thèses, des articles scientifiques pour permettre à ceux qui travaillent dans ce domaine puissent comprendre c'est quoi le principal problème et prendre des mesures en conséquence. Tout ça veut dire que nous sommes absents d'un point de vue parent, nous sommes absents d'un point de vue scientifique aussi. Parce que nous sommes là, comme tu l'as dit, pour un petit pain, pour le travail, le boulot, on s'achète une maison et notre réussite, ça s'arrête là, quoi. Alors, Onid, un conseil en tant que parent, un conseil en tant que intervenante, beaucoup plus direct aux parents haïtiens, s'il te plaît. En fait, moi, je vous appelle, sincèrement, je vous demande, je vous supplie même, faites l'effort,
trouver une façon que si jamais c'est impossible pour être là, parce que je comprends aussi la dynamique familiale, parce que malheureusement, on a un haut pourcentage de monoparentalité. Donc, je comprends que pour un parent, pour une maman qui doit travailler, aller à l'école, être présent à l'école pour son enfant, je comprends que c'est difficile. Cependant, comme je vous l'ai dit, si vous êtes dans les capacités de remplir ce rôle, regardez autour de vous, parlez avec les gens autour de vous, que ce soit au niveau de la famille, les voisins, quelqu'un de fiable, quelqu'un en qui votre enfant a confiance, et demandez à la personne si une fois de temps en temps, il accepterait de jouer le rôle de représentant de la famille, par exemple au niveau des rencontres scolaires. Tout simplement ça. Ce n'est pas quelque chose qui demande énormément de temps, et puis ça ne demande pas un baccalauréat ni une maîtrise, mais simplement aller jouer le rôle momentanément dans les rencontres. Cela va faire une différence énorme. Et ce que je tiens à aussi informer la communauté, c'est que lorsque, par exemple, un jeune, on va dire criminalisé, on l'invite en cours, l'une des premières choses que le juge demande à ce jeune, c'est qui t'accompagne. Donc pas qu'est-ce que tu as fait, pas pourquoi tu es là, mais qui t'accompagne. Donc je ne sais pas si vous comprenez l'impact d'avoir quelqu'un qui est là. Et là, lorsque le jeune dit, je sais pas, mon intervenant ou mon cousin, mon oncle, peu importe, et là, majoritairement, le traitement et la finalité est différente. Automatiquement, qu'un jeune dit, je suis seul, on va souvent l'envoyer en maison de jeunes ou en prison selon son âge, maison de délinquance, alors que celui qui est accompagné, on va considérer, on va faire le processus différemment. Donc, pour vous dire comment que la présence d'un parent ou d'une personne significative est importante dans la vie de vos jeunes, et aussi souvent les jeunes qui sont dits délinquants, lorsque vous les parlez, ils vont vous dire, c'est ma famille, ils sont là pour moi. Donc, vous voyez, ils n'ont pas dit qu'ils me donnent de l'argent, ils disent que c'est ma famille. Donc, ce que j'invite chaque parent qui écoute, je comprends que vous avez beaucoup de factures. Cependant, trouvez, même si c'est une fois par semaine, développer une relation, passer du temps de qualité avec votre enfant ou votre jeune. Parce que moi, Wadneri, lorsque j'ai eu à intervenir auprès des jeunes en difficulté, une des premières choses qu'ils me disaient, c'est « Mais il n'y a personne chez moi, Madame Ronine. » Et ces jeunes-là passaient des heures et des heures et des heures. Donc, j'ouvrais un local à 4 heures de l'après-midi. À 11 heures, ces jeunes-là étaient encore là. Mais c'était correct parce qu'ils étaient en sécurité et ils avaient un adulte. Et je comprends, je ne condamne pas les parents, que ce soit clair. Je veux tout simplement qu'on trouve comment, si vous êtes dans les capacités de le faire, de grâce, trouvez quelqu'un, associez-vous avec quelqu'un qui pourrait momentanément jouer ce rôle pour votre enfant. Voilà. Merci Ronide. Alors on dirait aux parents que les enfants, ils existent déjà. Et c'est de votre responsabilité de faire en sorte qu'ils soient épanouis, qu'ils grandissent et qu'ils réussissent dans la société. Parce que trop d'échecs, s'il vous plaît, trop d'échecs. Et c'est notre responsabilité. Nous sommes les premiers responsables de l'éducation de nos enfants. Oui. On ne peut accuser le système scolaire québécois car il y en a nombreux qui réussissent dans le système. Alors c'est à nous de nous adapter. Ronide, exactement. De quelle façon les gens peuvent te contacter si jamais ils ont besoin de ton aide ou de ton service? En fait, les gens peuvent me rejoindre au www.ronide et compagnie, donc RONIDEETCIE.com. Ils peuvent aussi me rejoindre à travers les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit LinkedIn, peu importe. Et il y a aussi le téléphone qui est le 514-588-9168. Et Wadneri, prochainement, j'ai une conférence justement qui s'en vient. Donc, comment accompagner, comment aider un enfant difficile en tant que parent. Et j'encourage vraiment la communauté à adhérer à y participer. À y participer parce que ça, c'est une problématique que les gens me disent oui. Et après, quand que ça pète, Madame Ronide, il faut prévenir. Alors, vraiment, 514-588-9168. Il y a aussi une chaîne YouTube que je parle d'intervention, de coaching. Ça aussi, j'invite les parents à aller vous abonner à la page. Comme ça, vous allez être tenus au courant. On n'a jamais trop d'informations et on n'est jamais trop au courant de ce qui se passe. Et c'est vraiment ensemble qu'on va faire la différence. Merci Ronide, bon succès et bonne continuation. Merci à toi et puis bonne continuation à toi et puis bonne continuité à chaque personne qui écoute. Et croyez en vous, vous êtes capable de faire l'impossible, j'en suis certaine.
Merci, mesdames, messieurs. C'était la fin de cette édition. Laissez-moi partager avec vous l'expression du jour. C'est bec et ongle ou encore du bec et des ongles. C'est de toutes ses forces, sans ménagement, avec vigueur, avec la plus grande énergie, avec acharnement ou encore travailler du bec et des ongles, c'est ou se défendre bec et ongles. Nous vous laissons ici. Nous vous donnons rendez-vous le mardi prochain pour une autre Chemin Succès. Bye bye tout le monde. Vous venez d'écouter l'émission Chemin Succès, une émission communautaire de l'équipe francophone de Radio Centre-Ville.